Dans le silence feutré d'un appartement haussmannien du 16e arrondissement, chaque objet semblait retenir son souffle. Le parquet ciré reflétait la lumière grise d'un après-midi parisien. Les murs blancs, immaculés, et le mobilier design créaient une atmosphère de perfection glaciale, plus proche d'une galerie d'art que d'un foyer. C était un monde de lignes pures et de surfaces lisses où rien ne dépassait. Un univers que Chloé avait méticuleusement construit pour contenir le chaos de ses émotions. Pourtant, malgré cette façade impeccable, une tristesse palpable flottait dans l'air, s'infiltrant dans les interstices du silence. Elle était particulièrement dense devant la porte d'une chambre, fermée depuis des années, une pièce aménagée pour un bébé qui n'était jamais venu, dont les meubles étaient désormais recouverts d'un fin drap blanc, tel un linceul protégeant un rêve brisé. Chloé se tenait au milieu du salon, droite comme une statue, son tailleur de créateur épousant une silhouette qu'elle maintenait avec une discipline de fer. À 34 ans, elle était une architecte de renom, une femme qui pliait le béton et l'acier à sa volonté, mais qui restait impuissante face à son propre corps. Son visage, habituellement un masque de contrôle serein, trahissait une fatigue profonde, une mélancolie nichée au creux de ses yeux qui fixait un point invisible au-delà des larges fenêtres. Son mari, Lucas, l'observait depuis le seuil de la cuisine, le cœur lourd. Il voyait en elle, non pas la femme forte qu'elle projetait, mais une âme fragile, isolée par une douleur si profonde qu'elle avait érigé des murs invisibles entre eux, des murs aussi froids et infranchissables que ceux de cet appartement parfait et vide. Le son strident du téléphone portable de Lucas déchira soudainement le silence, une intrusion violente dans leur sanctuaire de quiétude morne. C était un appel de l'aide sociale à l'enfance. Après 2 ans d'une attente qui avait érodé leurs derniers espoirs, une voix à l'autre bout du fil leur annonçait qu'un dossier correspondait au leur. La visite au foyer fut une épreuve tendue, un voyage dans un monde à l'opposé du leur. Chloé se sentait à la fois juge et jugée, son corps rigide de peur, chaque pas dans les couloirs aux murs jaunis ravivant la crainte d'une nouvelle déception. Elle se préparait à analyser, à évaluer, à prendre une décision rationnelle, se protégeant derrière son armure de perfectionnisme pour ne pas laisser son cœur, si souvent meurtri, s'exposer une fois de plus. Ils entrèrent dans une salle de jeu aux couleurs passées. Dans un coin, recroquevillée sur elle-même, une petite fille se faisait discrète. Léa, 3 ans, des boucles brunes en bataille et d'immenses yeux marrons qui observaient le monde avec une méfiance apprise. Elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche usée, son unique compagnon, auquel il manquait une oreille. Chloé resta à distance, le souffle court, incapable de faire le premier pas. C'est alors que l'impensable se produisit. Lentement, timidement, la petite fille se leva et traversa la pièce. Elle s'arrêta devant Chloé et, sans un mot, lui tendit son trésor, son lapin éculé. Dans ce geste simple, d'une générosité absolue, toutes les défenses de Chloé s'effondrèrent. Elle ne vit plus une orpheline, mais une enfant lui offrant son monde. Une larme, la première depuis des années, roula sur sa joue. Le retour en voiture se fit dans un silence nouveau, un silence qui n'était plus vide mais plein d'une émotion palpable et fragile. Lucas gardait les yeux sur la route, mais il sentait le poids du regard de Chloé, tourné vers la fenêtre, observant le défilé des rues parisiennes sans vraiment les voir. Dans son esprit, une seule image tournait en boucle, celle de la petite main de Léa lui tendant ce lapin usé, ce trésor rapiécé offert avec une confiance absolue. Ce naine était plus une décision à prendre, mais une évidence qui s'imposait. Pour la première fois depuis des années, le contrôle qu'elle exerçait sur sa vie lui semblait dérisoire face à la puissance de ce simple geste. L'architecte en elle, habitué à calculer chaque angle et chaque charge, venait de rencontrer une force qu'aucune formule ne pouvait quantifier, le besoin instinctif de protéger cet enfant. Les semaines qui suivirent furent une douce métamorphose. Le sanctuaire glacial du 16e arrondissement commença à se réchauffer. Ensemble,
Chloé et Lucas retirèrent le drap blanc qui recouvrait les meubles de la chambre d'enfant, un geste symbolique qui semblait libérer des années de chagrin contenu. Ils peignirent les murs d'un jaune soleil, assemblèrent un petit lit en bois clair et remplirent les étagères de livres aux couvertures colorées. Lucas, avec sa patience d'ingénieur, monta une myriade de jouets, tandis que Chloé, pour la première fois, laissait le désordre s'installer. Les emballages en carton jonchaient le sol du salon, des taches de peinture maculaient le parquet immaculé, et au lieu du silence, on entendait le son d'une perceuse et des rires partagés. L'appartement ne perdait pas sa perfection. Il en trouvait une nouvelle, plus vivante et infiniment plus humaine. Chloé, l'architecte du contrôle, se découvrait une nouvelle vocation. Elle qui passait ses soirées à réviser des plans complexes se plongeait désormais dans des livres sur la psychologie de l'enfant abandonné, cherchant à comprendre les peurs silencieuses qui se cachaient derrière les grands yeux de Léa. Elle échangea ses magazines de design contre des livres de contes de fées, s'entraînant à moduler sa voix pour donner vie aux personnages. Elle, qui ne cuisinait que des plats millimétrés et sains, passa un week-end entier à essayer de perfectionner une recette de gâteau au chocolat, finissant couverte de farine, riant d'elle-même devant le miroir. Elle ne érigeait plus des murs pour se protéger. Elle construisait des ponts pour atteindre le cœur d'une petite fille, et dans ce processus, elle reconstruisait le sien. Derrière les grands yeux bruns de Léa se cachait une histoire de silence et d'attente, née sans que personne ne vienne la réclamer. Elle avait appris très tôt à ne pas déranger, à se faire toute petite pour ne pas être un fardeau. Au foyer, elle était l'enfant sage, celle qui ne pleurait jamais, mais dont la solitude pesait lourdement dans l'air. Elle avait appris à s'endormir seule, en serrant son lapin contre son visage, son unique confident. Ses premiers sourires pour Chloé et Lucas furent timides, des lueurs fugaces qui illuminaient son visage avant de disparaître, comme si elle craignait de montrer une joie qu'on pourrait lui reprendre. Chaque visite était un pas de plus hors de sa coquille, une nouvelle découverte, le plaisir d'être porté, la douceur d'une histoire lue avant la sieste, la certitude qu'il reviendrait. Le lien se tissa lors d'une après-midi au parc Monceau. Léa, d'abord hésitante, finit par accepter de monter sur une balançoire, ses petites mains agrippées aux chaînes. Chloé la poussait doucement, et à chaque mouvement, la méfiance de la petite fille semblait s'envoler un peu plus. Puis, alors qu'elle montait plus haut, un rire éclata, un son pur et cristallin qui surprit Léa elle-même. Ce « N » n'était pas un simple sourire. C était une explosion de joie pure, un son qui fit se retourner Lucas avec un regard émerveillé. Pour Chloé, ce rire fut une déflagration. Il brisa les dernières parcelles de glace autour de son cœur. À cet instant précis, la décision cessa d'être un projet administratif. Aimer Léa N était plus un choix. C était devenu aussi vital et naturel que de respirer. Puis, le monde bascula. Une semaine avant l'accueil définitif, un examen médical de routine, une simple formalité, se transforma en cauchemar. Dans le bureau aseptisé d'un cardiologue pédiatrique, les mots tombèrent, froids et impersonnels, cardiopathie congénitale rare et sévère. Une malformation qui nécessiterait une opération à cœur ouvert, une intervention à haut risque, complexe et surtout extraordinairement coûteuse. Le médecin parlait de statistiques, de protocoles, mais Chloé n'entendait qu'un bruit sourd dans ses oreilles. Le chiffre fut prononcé 80 000 €, une somme non entièrement couverte par les assurances, un gouffre financier qui menaçait de tout emporter. Le sol se déroba sous ses pieds, la ramenant brutalement à sa plus grande peur, celle de perdre un enfant. La première épreuve vint du système lui-même. Convoqués par l'assistante sociale, ils firent face à une femme bienveillante mais pragmatique, dont les mots étaient empreints d'une pitié qui les anéantit. Avec une douceur administrative, elle leur expliqua qu'ils n'étaient pas encore légalement les parents de Léa, que rien ne les obligeait à poursuivre. Elle leur suggéra, avec un regret professionnel, qu'ils pouvaient reconsidérer leur dossier, qu'ils avaient le droit de choisir un enfant en bonne santé.
Pour Chloé, cette phrase fut d'une violence inouïe. Léa N n'était pas un article défectueux que l'on pouvait échanger. C était leur fille. Le système, conçu pour protéger les enfants, leur offrait une porte de sortie qui ressemblait à un abandon, une trahison insupportable de la promesse silencieuse qu'il lui avait faite. C'est dans ces moments-là qu'on se sent si seul face à un système qui oublie le cœur, une machine administrative qui, en voulant bien faire, propose des solutions qui brisent l'âme. Le trajet du retour fut silencieux, mais cette fois, le silence était chargé d'une colère et d'une injustice profonde. Ils n'étaient pas seulement confrontés à la maladie, mais aussi à un monde qui leur demandait de quantifier leur amour, de le peser face à un risque. Si ce récit vous touche, songez à vous abonner pour nous aider à donner une voix à ces combats silencieux, à ces familles qui se battent non seulement contre le destin, mais aussi contre l'indifférence des procédures. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires de courage ordinaire. Le cercle de soutien qu'ils espéraient trouver auprès de leurs proches se transforma en un cœur d'inquiétude bien intentionnée, mais dévastatrice. Les parents de Lucas, pragmatiques, s'inquiétèrent de l'impact financier. « Vous allez vous ruiner, pensez à votre avenir ». Les amis de Chloé, eux, s'attardèrent sur le fardeau émotionnel. « C'est une responsabilité énorme. Tu as déjà tellement souffert. Es-tu sûr de pouvoir gérer ça ?» Chaque appel, chaque conversation ajoutait une couche de doute et de pression. Personne ne semblait comprendre que leur décision haine était plus rationnelle. Ils se sentaient profondément seuls, incompris, comme si leur amour pour Léa était une folie que le reste du monde s'efforçait de raisonner. Les murs de leur appartement, autrefois un refuge, semblaient se resserrer sur eux, les isolant avec leur choix impossible. Pour Chloé, la nouvelle fut un séisme qui réveilla tous ses démons. Le spectre de la perte qu'elle avait combattu pendant des années avec l'infertilité revenait la hanter avec une force décuplée. Cette fois, la peur avait un visage, des boucles brunes et de grands yeux confiants. La terreur de s'attacher à cet enfant pour la voir ensuite lui être arrachée par la maladie était une agonie constante. Elle se sentait maudite, comme si le destin s'acharnait à lui refuser le bonheur d'être mère. Les nuits devinrent des enfers, peuplées de cauchemars où elle se voyait dans une salle d'attente d'hôpital, vide. Son armure de perfectionnisme, si durement forgée, se fissurait de toutes parts, la laissant à nu face à une vulnérabilité qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle se surprit à regarder une photo de Léa sur son téléphone. Un cliché pris au parc, où la petite fille riait aux éclats sur la balançoire. Son cœur se serra. Abandonner maintenant serait comme s'arracher une partie d'elle-même, une partie qui venait à peine de renaître. C'est incroyable comme une seule décision peut tout changer, comme un chemin peut se diviser en deux, l'un menant à la sécurité et au regret, l'autre à l'incertitude et à l'amour. Soutenir cette chaîne, c'est nous permettre de continuer à explorer ces instants cruciaux où le courage prend le dessus sur la peur, où des gens ordinaires font des choix extraordinaires. Chaque abonnement est un encouragement à ne jamais cesser de croire en la force du cœur humain. Lucas, de son côté, était déchiré. L'ingénieur en lui voyait les chiffres, le risque financier, la menace tangible pour la stabilité qu'ils avaient mis des années à construire. Ils faisaient des simulations sur des tableurs, calculaient l'impact sur leur prêt immobilier, sur leur épargne, et chaque résultat le plongeait dans une angoisse froide. Mais son plus grand tourment n'était pas l'argent. C'était la peur de voir Chloé sombrer à nouveau. Il se souvenait avec une clarté douloureuse des années de silence après le diagnostic d'infertilité, de la voir s'éteindre peu à peu. L'idée de la voir revivre un deuil, peut-être encore plus terrible, le paralysait. Il aimait déjà cette petite fille, mais son instinct premier était de protéger sa femme, même si cela signifiait briser leurs trois cœurs en même temps. La panique éclata un mardi soir, sans crier gare. Léa jouait tranquillement sur le tapis du salon lorsque son visage devint cireux, ses lèvres prirent une teinte bleutée et sa respiration se fit sifflante. L'appel aux urgences, la course en ambulance à travers les rues de Paris, tout se déroula dans un brouillard d'adrénaline et de terreur.
Ils se retrouvèrent dans le couloir glacial d'un service de cardiologie pédiatrique, sous la lumière crue des néons qui effaçaient toutes les couleurs. Un médecin au visage grave leur expliqua la situation sans détour, une complication soudaine. Le cœur de Léa était en train de lâcher. L'opération ne pouvait plus attendre. Ce n'était plus une question de semaines ou de jours, mais d'heures. Le coût, les risques, tout leur fut rappelé, mais la seule chose qui comptait était le bruit assourdissant du silence qui suivit la question fatidique. « Donnez-vous votre autorisation ?» Dans la salle d'attente, l'air devint irrespirable. Lucas, livide, tournait en rond comme un animal en cage. La façade de l'ingénieur pragmatique S était effondrée, laissant place à un homme terrifié. Il s'arrêta brusquement face à Chloé, les mains tremblantes. « On ne peut pas faire ça, Chloé, » murmura-t-il, la voix brisée. « On va tout perdre. La maison, nos économies, tout ce qu'on a construit. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Et si ça ne marche pas? Je ne peux pas te voir traverser ça encore une fois. Je ne survivrai pas à te voir détruite à nouveau. C'est peut-être un signe qu'on doit s'arrêter, qu'on n'est pas fait pour ça. » Chaque mot était un coup de poignard, non par méchanceté, mais par un amour désespéré qui cherchait à la protéger de la pire des douleurs. Chloé resta immobile un instant, laissant le poids des mots de son mari s'installer. Puis, une force nouvelle, une clarté inébranlable monta en elle. Elle s'approcha de lui et posa doucement ses mains sur ses joues, le forçant à la regarder. Ses yeux, habituellement voilés de mélancolie, brillaient d'une détermination féroce. « Écoute-moi, Lucas, » dit-elle d'une voix calme mais puissante, une voix qu'il ne lui avait jamais entendue. « Nous avons déjà perdu la chance d'avoir un enfant biologique. C'est un deuil que nous avons fait. Ne perdons pas la chance d'être des parents. C'est notre fille qui est là-bas, notre fille. Avec ou sans chirurgie, malade ou en bonne santé, on ne l'abandonne pas. » Elle marqua une pause, son pouce caressant sa joue. « Je ne suis plus cette femme fragile que tu as peur de voir se briser. L'aimer m'a reconstruite. » Son assurance transperça le brouillard de peur de Lucas. Il cessa de trembler et la regarda, voyant non plus la femme qu'il devait protéger, mais une partenaire, une mère prête à tout. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues alors qu'il hochait la tête. Une capitulation totale, non pas face à la défaite, mais face à l'évidence de leur amour. Ensemble, la main dans la main, ils retournèrent voir le médecin et signèrent les documents, engageant leur avenir financier sur un espoir fragile. Puis commença l'attente. Les heures s'étirèrent, interminables. Le monde extérieur cessa d'exister. Leur univers se réduisit à ce couloir, à ces chaises en plastique inconfortables, au goût amer du café de la machine et au battement de leur propre cœur, synchronisés dans une prière silencieuse pour un autre, bien plus petit et plus fragile. 6 heures plus tard, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent dans un grincement qui déchira le silence. Un homme en blouse verte, le masque chirurgical baissé sur son cou, s'avança vers eux. Chaque pas résonnait dans le couloir comme un coup de marteau. Il était l'incarnation de la fatigue, les traits tirés, des cernes profonds sous les yeux. Il s'arrêta devant eux, son expression impénétrable. Pour Chloé, le temps sembla se suspendre. Elle retint sa respiration, son corps entier tendu, préparé au pire. Le chirurgien prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses dernières forces, puis un minuscule sourire, à peine perceptible, étira le coin de ses lèvres. Il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête, lentement, un seul mouvement qui signifiait tout. Le monde reprit sa course, et pour la première fois, il était rempli de lumière. La convalescence de Léa fut une longue et douce mélodie, jouée au rythme apaisant des moniteurs cardiaques. Les jours passés dans la chambre d'hôpital stérile devinrent le véritable berceau de leur famille. C'est là, entre 2 changements de pansement et 3 comptes murmurés, que le juge des affaires familiales vint officialiser l'adoption. Il n'y eut pas de cérémonie solennelle, juste un homme en costume, un peu ému, qui leur tendit un stylo au-dessus d'un plateau repas. En signant ces papiers, Chloé et Lucas ne ratifiaient pas un contrat. Ils apposaient leur nom au bas d'une promesse d'amour inconditionnel. Plus tard dans l'après-midi, Léa,
encore faible, mais les joues roses, ouvrit les yeux et leur offrit un sourire fragile. Dans ce simple mouvement de ses lèvres, ils comprirent qu'ils n'avaient rien perdu. Ils venaient de tout gagner, une richesse qui ne se comptait pas en euros, mais en battements de cœur. Le retour à l'appartement fut une renaissance. Le sanctuaire de perfection glaciale avait cédé la place à un joyeux désordre, une symphonie de vie. Le canapé design était désormais orné d'une couverture en polaire à l'effigie d'un ourson. Le tapis persan accueillait un circuit de train en bois, et sur la table basse en marbre, des boîtes de médicaments côtoyaient des dessins aux couleurs vives. Lucas, l'ingénieur qui autrefois optimisait des lignes de code, était devenu un expert pour dissimuler un traitement dans une compote de pommes. Chloé, l'architecte qui traquait la moindre imperfection, souriait désormais en voyant les traces de petits doigts sur les vitres. Leur maison N était plus une vitrine. C était un refuge, un port où chaque objet racontait une histoire de résilience, chaque tâche une preuve de rire, et chaque silence un moment de paix partagée. Quelques mois plus tard, Chloé prit une décision qui surprit tout son entourage professionnel. Elle vendit ses parts dans le prestigieux cabinet d'architecture. Elle n'avait plus le désir de construire des édifices de verre et d'acier, mais des ponts entre les cœurs. Avec l'argent restant, après avoir réglé les dettes médicales, elle créa une petite association, Loi 1901, qu'elle baptisa « Le cœur qui nous a choisis ». Son objectif était simple, offrir un soutien juridique, financier et psychologique aux familles souhaitant adopter des enfants à besoins spécifiques. Son ancienne compétence pour la planification méticuleuse était désormais au service de la compassion. Voir ces histoires se concrétiser, rendues possibles par une communauté qui croit en l'amour contre toute attente, est la plus grande des récompenses. C'est grâce à votre abonnement que nous pouvons continuer à raconter ces combats, à prouver que chaque enfant mérite de trouver sa famille. Un an plus tard, par un dimanche ensoleillé, la famille se promenait dans le jardin du Luxembourg. Léa, 4 ans, courait devant eux, poursuivant des pigeons avec une énergie débordante. Sa petite cicatrice sur la poitrine, fine comme un fil d'argent, à peine visible sous sa robe d'été. Les parents de Lucas, autrefois si inquiets, étaient là, les yeux remplis d'une fierté attendrie, tenant la main de leur petite fille. Assis sur un banc, Lucas passa un bras autour des épaules de Chloé. Elle posa sa tête contre lui, observant sa fille rire aux éclats. Elle comprit alors que la vie parfaite qu'elle avait si désespérément tenté de construire n'était pas une forteresse vide. C était simplement une fondation solide qui attendait patiemment que son cœur, le vrai, vienne enfin y habiter. Et ce cœur-là avait des boucles brunes et des yeux immenses.